Bonjour François. Bonjour Muriel. L'expo est absolument magnifique. Merci. Alors avant que nous ne puissions la visiter, j'aimerais quand même te poser 2-3 petites questions. Tout d'abord, qui est Béatrix Beck? Alors, Béatrix, pas Béatrix, puisque quand elle est née en 1913, son père a dit qu'il l'appelait Béatrix comme perdrix. Et depuis, le diktat du père a été respecté à la lettre par tous les admirateurs de Béatrix Beck. Donc c'est une écrivaine française, née en Suisse, de parents belges, enfin d'un père belge et d'une mère française, qui a commencé à écrire dans les années 50, à la fin des années 40. Son premier livre c'était en 49, et en 52 elle a eu le prix Goncourt pour son deuxième roman qui s'appelle Léon Morin prêtre, que l'on connaît encore aujourd'hui, surtout parce qu'il y a eu un film avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuel Riva. Mais Béatrix Beck, c'est une écrivaine qui est morte en 2008, qui a continué à écrire longtemps après, puisqu'elle a arrêté d'écrire en 2000, et elle a une œuvre assez prodigieuse et magistrale. On la compare souvent, enfin, on ne la compare pas justement, mais on a tendance à dire que c'est l'anti-Duras, surtout dans le sens où Duras avait tendance à écrire toujours le même livre, et c'est pas négatif du tout, comme c'est juste de creuser un sillon qui était d'écrire toujours le même livre, alors que Béatrix Beck, elle avait le parti pris absolument inverse, puisqu'elle disait qu'elle voulait que chacun de ses livres tourne le dos au précédent. Donc, quand on est devant l'œuvre de Beck, ce qui est fabuleux et fascinant, c'est que chaque livre est absolument différent d'un autre, et à chaque fois, elle invente une nouvelle forme, une nouvelle manière. Alors, l'as-tu rencontrée? Malheureusement, non, puisqu'elle est morte en 2008. Et j'étais né, les éditions du chemin de fer existaient déjà, mais j'ai découvert Béatrix Beck grâce à un écrivain qu'on a publié qui s'appelle Dominique Fabre, et c'est lui qui m'a dit il faut absolument que tu lises Béatrix Beck. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir son œuvre et à m'y plonger. Et en fait, c'était en 2007. Ce qu'il faut savoir, c'est que Béatrix Beck a arrêté d'écrire en 2000, donc 8 ans avant sa mort, pour une raison un peu... Enfin, elle avait été, au début des années 50, la dernière secrétaire d'André Gide, et André Gide lui disait toujours « prévenez-moi si l'écriture baisse ». Et elle disait « je voyais bien que l'écriture baissait, mais comment dire à André Gide que l'écriture baissait ?» Donc elle a décidé d'arrêter d'écrire en 2000 avant qu'on ne lui dise ou qu'on ne lui dise pas que l'écriture était peut-être un peu moins bien que ce qu'elle avait été. Alors, tu as déjà répondu à une des questions, mais je voudrais savoir quand même quels sont les thèmes, les aspects de son œuvre qui t'ont conquis. Alors il y a vraiment deux choses très, très différentes. Il y a ce dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la forme, c'est-à-dire l'idée à chaque nouveau livre d'inventer une nouvelle forme et d'essayer que cette forme soit le plus en accord possible avec l'histoire que l'on raconte, qui finalement reste assez secondaire, en tout cas, puisque la plupart du temps, Béatrix Beck, elle a des romans qui sont très romanesques. Elle se place plein de choses, il y a plein de rebondissements, c'est pas du tout le nouveau roman, loin de là, mais à chaque fois, l'idée est quand même d'essayer une forme, et pour cela, après, elle trouve un sujet qu'elle va développer. On va dire que c'est ça. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose qui est absolument fabuleuse, surtout, je pense, aujourd'hui, et peut-être encore plus là, maintenant, qui me plaît tant chez Beck, c'est c'est quelqu'un qui est d'une liberté totale, et qui est d'une sorte d'amoralité, mais dans un sens extrêmement, pour moi, positif, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout, on peut tout essayer, et cette liberté qu'elle a toujours revendiquée, qui lui a posé beaucoup de problèmes par ailleurs, parce que c'est aussi bien une liberté qui est de mettre dans ses livres sa famille,
c'est des gens qu'elle côtoyait, des amis avec qui elle s'est brouillée parce qu'ils étaient dans ses livres. C'est aussi d'avoir démissionné du prix Femina parce que le prix avait été donné à un roman qu'elle jugeait antisémite. Le problème étant que ce roman était publié chez Gallimard, qui était aussi l'éditeur de Beck, et Gallimard donc a viré Beck ensuite. Mais elle ne transigeait pas avec ses convictions d'un côté, et de l'autre, elle était d'une liberté absolument inouïe, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette liberté-là, c'est peut-être aussi ce qui manque à beaucoup. C'est la liberté d'écrire tout. Après, évidemment, pas n'importe quoi, mais en tout cas, de pouvoir tout écrire. Tu as parlé d'amoralité, là. Du coup, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que son amoralité se rapproche de celle de Colette, qui a été considérée, à son époque aussi, comme particulièrement amorale? Alors, il y a, je pense, pas mal de points. Oui. Il y a pas mal de points communs, je pense, entre Beck et Colette dans les thèmes, dans certains thèmes, dans la manière, dans le choix de sujets. Après, il me semble qu'il y a une chose en plus chez Beck, qui est une liberté aussi totale dans l'écriture. Chez Colette, ça reste une écriture assez classique, voilà. Alors que même en termes d'écriture, de construction romanesque, elle pouvait tout essayer. Et chez Beck, c'est allé, l'un de ses derniers romans qui a eu énormément de succès, c'est L'Enfant Chat. Elle faisait parler un chat, elle a fait parler les gargouilles des cathédrales, on a fait des personnages de nouvelles. Enfin, voilà, il y avait une liberté totale aussi dans l'écriture. Donc c'est plus au niveau de leur vie. Alors, pas de leur vie. Oui, mais la moralité de Beck est dans ses livres. Mais finalement, par rapport à Colette, elle a eu une vie extrêmement... Non, extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que elle a vécu toute sa vie une bonne partie de sa vie dans une grande précarité, dans une grande pauvreté. Il faut imaginer aujourd'hui que quand elle a eu le prix Goncourt pour Le Noir un prêtre, la une de tous les journaux, c'est le Goncourt sort Béatrix Beck de la misère. C'était d'un misérabilisme assez incroyable, les titres des journaux à l'époque. Mais il y a même un article de journal qui est dans une des vitrines où je crois que c'est François Giraud qui dit, mais si elle n'avait pas eu le Goncourt, de toute façon elle aurait été obligée de se prostituer. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc elle a vécu toute sa vie une grande misère, mais elle n'a pas eu une vie extrêmement excentrique, elle était plutôt, elle vivait à la fin de sa vie dans sa maison en Normandie, une toute petite maison, elle écrivait au coin de la cheminée, c'était une vie très, très calme, très recluse. Alors, tu as parlé un tout petit peu effectivement de son écriture, mais tu sais comme moi qu'il y a très peu d'écrivains, d'écrivaines à qui on peut accorder le terme d'une écriture particulière. Est-ce que tu peux nous préciser un tout petit peu plus ce qui a fait l'écriture et qui fait que l'on dit de Beck qu'elle a une écriture? Alors, reconnaissable aussi. On ne peut pas vraiment dire ça de Beck. D'abord, elle a des écritures, puisqu'il y a une nouvelle dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Interview, où elle se prête au jeu d'imaginer l'interview d'un écrivain par un journaliste, et elle dit à ce journaliste, quand j'étais avant mon écriture, c'était l'écriture blanche de Gallimard, sous-entendu, donc cette écriture très neutre, etc. Et aujourd'hui, c'est n'importe quoi pourvu que ça me plaise. Oui, quand je parlais de la liberté de Beck, il y a ça. Et elle dit autre chose dans un autre texte, dans un article. Elle dit que, en fait, quand elle était au lycée, son professeur de latin ou de grec, je ne sais plus, disait il ne faut pas dire j'abreuve mon destrier. Il ne faut pas non plus dire je donne de la flotte à mon canasson, il faut dire je donne de l'eau à mon cheval. Et donc ça a été l'écriture blanche de ses 5 premiers romans. Et ensuite, un jour sa fille lui a dit mais on ne peut pas dire j'abreuve mon destrier, on ne peut pas dire je donne de la flotte à mon canasson, mais pourquoi on ne pourrait pas dire j'abreuve mon canasson? Et donc voilà, c'est ça en fait l'écriture de Beck, c'est tout à coup, effectivement, pourquoi s'interdire quoi que ce soit? Après, il y a, je crois, dans ces livres, ce qu'on va reconnaître, c'est quand même
une certaine écriture, de la dérision, du coq à l'âne, ces choses, ça va très vite. Elle se débarrasse de ses personnages comme elle l'entend. L'étude sociale, je trouve aussi, est extraordinaire. Voilà, et dans les thèmes... Entendu, mais qui est quand même là. Et dans les thèmes, il y a des thèmes qui reviennent toujours, qui vont être la folie, qui vont être l'inceste, qui vont être des destins de personnages extrêmement excentriques, justement. Donc c'est plutôt aussi à travers les thèmes qu'on va reconnaître l'écriture de Beck. Bien. Alors dis-moi, je sais que tu as rencontré la petite fille de Béatrice Beck. Peux-tu me dire si cette rencontre a été déterminante pour toi ou non? Alors, ça a été une rencontre clairement déterminante parce que, donc, aux éditions du Chemin de Fer, on a publié en 2010 ou 2011, je ne sais plus, un premier livre de Béatrice Beck, qui était un roman qui s'appelle L'épouvante, l'émerveillement, dont les dessins sont de l'autre côté. Donc on a publié un premier livre qui s'appelle L'épouvante, l'émerveillement, qui raconte le destin de... alors Beck voulait avec ce livre faire parler une enfant de 2 mois à 13 ans. Ça s'appelle L'épouvante, l'émerveillement, parce qu'à 13 ans, sa mère lui pose une question, et au lieu de répondre oui ou non, elle dit je ne sais pas. Sa mère lui dit est-ce que tu es amoureuse de ce garçon? Et l'enfant, qui n'est plus tant petite fille, elle a 13 ans, répond je ne sais pas. Donc ce n'est plus l'épouvante, l'émerveillement de l'enfance, mais on rentre dans l'entre-deux de l'âge adulte. Donc ça s'arrête net à ce moment-là. Et donc ce roman met en scène trois personnages qui sont la petite fille, la mère et la grand-mère. Et c'est un roman extrêmement autobiographique puisque Beck a élevé seule sa fille et sa fille elle-même a élevé seule sa petite fille. Elles vivaient toutes les trois ensemble, très souvent. Enfin, et on a publié on a réédité ce roman, L'épouvante, l'émerveillement. Et après cette édition, j'ai rencontré Béatrice Zapiro, qui est la petite fille de Béatrice Beck, qui est aussi écrivain, entre autres, et qui m'a dit, en fait, voilà, donc sa grand-mère était morte en 2008, c'était en 2012, donc 4 ans après la mort de sa grand-mère. La fille de Béatrice Beck, donc la mère de Béatrice, était décédée il y a plusieurs années déjà, et elle me dit j'ai toutes les archives de ma grand-mère chez moi. Mais pour moi, c'est beaucoup trop douloureux d'ouvrir tous ces cartons. Est-ce que ça vous intéresse, à l'époque on se voyait, de venir et de regarder ce qu'il y a dedans? Et c'est comme ça que j'ai découvert tous les poèmes de Béatrice Beck qui n'avaient jamais été publiés et qui ont fait l'objet d'un recueil, un grand nombre de nouvelles inédites, énormément de correspondances que l'on peut voir dans les vitrines de l'exposition. Et c'est comme ça qu'on a pu continuer le travail d'édition d'inédits et de réédition des œuvres, accompagné de documents, d'archives. Par exemple, on vient de rééditer un roman qui s'appelle Devancer la nuit, qui est inspiré de l'amitié de Béatrice Beck avec Roger Nimier, qui était un très grand ami à elle, et qui est suivi de la correspondance entre Beck et Nimier. Enfin voilà, ça nous permet d'augmenter, on va dire, les rééditions de documents inédits qui donnent aussi une perspective plus large sur ce qu'était l'œuvre de Beck. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça se voit dans une partie des correspondances qui sont dans ces vitrines, mais Beck a vraiment été admiré par énormément d'écrivains qui vont de Le Clésio à Sarraute, pour qui elle était vraiment une référence incontournable, même si ce n'est pas un écrivain à succès. C'est-à-dire, il y a une très belle phrase de Le Clésio dans une lettre qui est dans la vitrine qui dit comme j'aime vos livres, c'est ce qui me donne envie d'écrire, c'est de pouvoir en faire autant, d'essayer de pouvoir en faire autant, par exemple. J'ai un peu oublié la question de départ. C'était si la rencontre avec sa petite fille. Voilà, donc oui, elle a été... Moi, je vais la prolonger parce que je vais demander si elle était également déterminante pour l'organisation de cette exposition. Alors évidemment, cette exposition, elle mêle plusieurs choses. Elle mêle, donc aux éditions du Chemin de Fer, nous on publie toujours des livres qui sont accompagnés de dessins d'artistes ou de peintures d'artistes, et donc elle mêle les peintures ou les dessins qui ont été réalisés pour plusieurs des livres de Béatrice Beck, à des vitrines où il y a la correspondance, où il y a des photos, il y a un album photo de Beck,
où il y a des articles de journaux. Tout ça n'aurait pas pu exister sans sa petite fille qui m'a ouvert ses archives, justement. Et tous les manuscrits que j'ai en face de moi, donc personne ne voit, sont justement des pages, des manuscrits de Beck qui avaient en plus une particularité assez incroyable, c'est que comme elle avait vécu toute sa vie dans une très grande pauvreté, elle n'écrivait que sur du papier de recyclage, mais qui allait de l'enveloppe dépliée pour écrire reçu, aux boîtes de croquettes pour chat qu'elle dépliait. Et donc on se retrouve un livre qui fait une centaine de pages publiées peut faire un manuscrit d'une épaisseur comme ça, parce qu'il est écrit sur des boîtes de croquettes, sur des boîtes de saupiquets, sur tout ce qu'elle avait sous la main. Des fois, il y a quand on achète un gâteau, en dessous, il y a un carton rond. Voilà. Et des fois, il y a une page, c'est écrit sur un carton rond. C'est assez incroyable. Alors, est-ce que cette rencontre a modifié, toi, ta vision que tu avais de l'auteur? La rencontre avec cette... Alors, étonnamment, je n'en suis pas si sûr que ça, parce que je crois que c'est plutôt en travaillant son œuvre que petit à petit je suis entré dedans. Mais je n'arrive toujours pas... avec Béatrice Zapiro, sa petite fille, il y a aussi une autre personne qui était très proche de Béatrice Beck, qui est Valérie Marin-Lamellé, qui a recueilli les souvenirs de Beck en 1998, ou la comédienne qui avait lu lors de l'inauguration de l'exposition qui la connaissait. Moi, je ne la connaissais pas, et je n'ai pas d'image de ce qu'elle était, et finalement, ça me libère aussi de beaucoup de choses par rapport à ceux qui l'ont connue. J'arrive à me faire une image de ce qu'elle pouvait être dans la vie, mais c'est d'abord son œuvre qui prime. Et je suis finalement assez détaché de la personne que je n'ai pas connue, qui, par ailleurs, je pense, était tout de même extrêmement particulière, oui, je pense, mais... Elle avait une certaine folie, mais elle avait aussi, je pense, une exigence qui pouvait être très dure voilà. Et alors, on va terminer un petit peu, mais la petite fille est-elle intervenue sur l'espèce de compagnonnage que certains ont eu pour justement accompagner l'œuvre de sa grand-mère? Non, mais parce que ça, on ne lui a pas demandé, puisque l'un des prérequis lorsque un livre est publié aux éditions du Chemin de Fer, c'est que c'est nous qui choisissons l'artiste, et l'auteur, quand il est vivant, n'a rien à dire sur ce choix et sur ce qui est réalisé pour le livre. D'autant plus quand l'auteur est mort, ce n'est pas l'héritier qui va donner son avis. Le compagnonnage de cette œuvre, effectivement. Écoute, François, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Muriel. Éclairer justement cette œuvre très particulière, très spécifique. Il faut que tout le monde se précipite pour pouvoir découvrir cette écriture. J'y reviens tout de même, et cette œuvre. Oui, oui, vraiment, il faut grâce à vous, effectivement, il faut absolument qu'il se précipite. À mon avis, Béatrice Beck est parmi les 5 plus grands auteurs de français de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est vraiment une œuvre qui essaime en plus partout. Donc ils vont se précipiter. L'exposition jusqu'au 18 novembre. Bon, c'est bien. Donc ils ont aussi le temps de venir contempler tout ça. Voilà. Merci à toi. Merci Muriel. Et bonne fin de journée.